19h45, Judicaël Moussirou. 19h45, l'info africaine sur C-Direct. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis Libreville au Gabon. Vous avez bien fait. L'actualité de ce lundi à suivre. Judicaël Moussirou. Les pays de l'Afrique australe s'inquiètent face à la variole du singe qui se développe de plus en plus sur le continent. À l'ouverture samedi dernier à Harare au Zimbabwe du 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, le secrétaire exécutif, dans son mot d'introduction, a exprimé sa solidarité envers les États membres touchés par la variole du singe. Il a aussi demandé à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et le Centre africain de prévention des maladies de fournir les ressources nécessaires pour combattre le Mpox dans la région. Images et commentaires. Le 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, s'est ouvert ce samedi à Harare, la capitale du Zimbabwe. Elias Magosi, secrétaire exécutif, a exprimé sa solidarité avec les États membres touchés par la variole du singe. Le sommet a exprimé sa solidarité et son soutien aux États membres touchés par la variole. Il a par ailleurs demandé à l'Organisation mondiale de la santé et au Centre africain de prévention des maladies de mettre à disposition les ressources nécessaires à la lutte contre la variole dans la région. Dans son discours de bienvenue, le président Emmerson Mnangagwa s'est dit honoré d'accueillir le sommet qui fixera les priorités de développement pour l'année à venir. Il a remercié les membres de la SADC pour leur résistance face aux pressions occidentales visant à isoler le Zimbabwe. Chaque président avance avec sa propre vision de la région. Si je devais porter ma propre vision, je ferais en sorte de préciser la vision de la région. Je respecterai le projet de la région. À l'issue de ce sommet très axé sur l'appel à la paix dans la région, les États membres de la SADC ont décidé d'organiser une réunion urgente pour coordonner une réponse régionale au virus Mpox. Nous partons à Goma, dans l'est de la RDC. La ville fait face également au Mpox, la variole du singe. Depuis donc le début de l'épidémie, les autorités sanitaires signalent une augmentation préoccupante des cas de variole dans la ville et ses environs. Regardez. La République démocratique du Congo, et plus précisément la ville de Goma à l'est du pays, se retrouve en pleine lutte contre une recrudescence inquiétante de la variole du singe ou Mpox. Nyota Mukobuela est atteinte de la maladie, elle décrit ses premiers symptômes. Lorsque tout a commencé, j'ai ressenti des maux de tête, de la fièvre, des douleurs musculaires et des douleurs à l'aine. Et puis les taches ont commencé à apparaître sur moi. Alors j'ai pensé qu'il s'agissait d'une infection. Et puis mon corps a complètement changé. Des gens sont venus me chercher et c'est comme ça que je suis arrivé ici dans un véhicule de Médecins sans frontières. À l'hôpital général de Nyiragongo, le personnel médical est submergé. La situation évolue rapidement avec un nombre croissant de patients chaque jour. Par jour, ça dépend d'un jour à un autre. Il y a des fois on recevoir 9, on peut aller même à 15 ou bien faire malade par jour. Alors que Goma attend des solutions sanitaires durables, les statistiques deviennent encore plus préoccupantes avec l'apparition d'une variante plus virulente. La majorité des cas concernent des enfants et beaucoup proviennent des camps de déplacés où les conditions sont propices à la propagation du virus. 75% sont les enfants de moins de 10 ans. Et seuls 25% nous font les adultes entre 15 jusqu'à 50 ans. Donc ça, c'est un peu à résumer la situation. Et il faudra aussi noter que 70% de ces cas qui passent ici sont des cas qui viennent des camps de déplacés. La lutte contre le Mpox à Goma met en lumière la complexité de la situation dans une région déjà confrontée à de nombreux obstacles. Dans ce contexte préoccupant, les efforts pour contenir l'épidémie et protéger les populations sont essentiels. Pour la toute première fois de son histoire, le Sénégal lance son premier satellite conçu par les ingénieurs sénégalais. Le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa fierté. Images et commentaires.
Le Sénégal a placé avec succès son premier satellite en orbite, a annoncé le président Bassirou Diomaye Faye, jugeant que ce lancement marque un pas majeur vers la souveraineté technologique du pays. Nommé Gainsat 1A, ce satellite a décollé depuis la base de lancement de Vandenberg en Californie, a indiqué le dirigeant sénégalais sur le réseau social X vendredi soir. Transporté par une fusée SpaceX Falcon 9, ce satellite fait partie d'une mission spatiale qui a permis d'envoyer depuis les États-Unis 115 autres petits satellites en orbite dans le cadre de la mission Transporter 11. Gainsat 1A a été construit par le Sénégal en collaboration avec le Centre spatial universitaire de Montpellier. Le nanosatellite est conçu pour surveiller le territoire sénégalais et collecter des informations pour les services économiques et environnementaux du pays. Selon l'Union africaine, le Sénégal est devenu la 12e nation du continent à lancer son satellite dans l'espace. La sécheresse en Afrique australe, ce phénomène météorologique qui a commencé au début de l'année, a gravement endommagé les cultures et l'élevage, entraînant des pénuries alimentaires et perturbant les économies locales. Images et commentaires. La communauté de développement de l'Afrique australe met en garde contre une sécheresse sévère due à El Niño qui touche désormais 68 millions de personnes dans la région. Ce phénomène météorologique a débuté au début de l'année et depuis, il a gravement endommagé les cultures et l'élevage, provoquant des pénuries alimentaires tout en perturbant les économies locales. Cette crise a longuement été abordée samedi lors de la réunion des dirigeants d'Afrique australe au Zimbabwe. Des pays comme le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe ont déclaré la situation alimentaire comme une catastrophe majeure, alors que le Lesotho et la Namibie ont demandé un soutien humanitaire urgent. Pendant ce temps, les 5,5 milliards de dollars demandés en mai dernier pour contrer les effets de la sécheresse continuent de se faire attendre. Voilà, plus de 700 000 personnes sont déclarées en état de famine au Darfour, considérant l'ampleur de la malnutrition et du taux de mortalité dû à la faim. C'est le cas du camp de Zamzam, près d'El Fasher, qui accueille 500 000 personnes déplacées par le conflit. Images et commentaires. Les travailleurs humanitaires au Darfour signalent une aggravation inquiétante de la situation humanitaire. À cause de la guerre au Soudan, les conditions de vie approchent dangereusement de la famine. Pour décrire l'ampleur de cette crise, le chef de la mission de Médecins sans frontières au sud du Darfour parle de malnutrition chronique. Nous avons des enfants de plus d'1 an qui semblent avoir 4 ou 5 mois dans le centre de nutrition thérapeutique. Ils souffrent de malnutrition, ils ne peuvent pas marcher. Ces enfants sont atteints de malnutrition chronique aggravée par une malnutrition aiguë. Ils sont là et il est très difficile de les traiter, car leurs parents n'ont pas les moyens de venir chaque semaine pour chercher les aliments thérapeutiques nécessaires. L'accès à l'aide humanitaire, déjà entravé par les conflits et l'effondrement des infrastructures, place la mission de MSF en état d'urgence, particulièrement depuis la rupture du pont de Murnei, principale voie d'approvisionnement. Nous devons être en mesure d'accéder à un grand nombre de personnes, à la fois par l'approvisionnement des acteurs humanitaires et des ONG, mais aussi par l'aide internationale via les Nations Unies. Il ne s'agit plus seulement de réparer le pont de Murnei qui était la seule ligne d'approvisionnement fonctionnelle. Il est également crucial de parvenir à un accord pour permettre un accès humanitaire sécurisé. Les négociations sans résultat à Genève ont conduit le gouvernement soudanais contrôlé par l'armée à envoyer une délégation au Caire ce lundi. La mission rencontrera des responsables américains et égyptiens dans une tentative de résoudre ce conflit qui perdure depuis 16 mois. Au Kenya, le ministère des Finances envisage la réintroduction de certaines mesures issues de l'ancienne loi des finances 2024. Une taxe écologique sera relevée sur divers produits dans le but de récolter plus d'1 milliard de dollars afin de couvrir le déficit du retrait de l'ancienne loi. Ces mesures doivent être appliquées d'ici le 30 septembre.
Au Kenya, le ministère des Finances prévoit de réintroduire un certain nombre des mesures fiscales tirées du très controversé projet de loi de finances 2024 qui avait déclenché des manifestations meurtrières qui ont fait plus de 60 morts et poussé le président William Ruto à faire marche arrière face à la pression de la rue. Parmi ces mesures, une taxe écologique sur la plupart des produits qui n'étaient pas au cœur de la contestation. Les serviettes hygiéniques, par exemple, seront exemptées. À terme, cette taxe doit permettre de récolter plus d'1 milliard de dollars pour combler le déficit causé par le retrait du projet de loi selon les autorités kenyanes. De plus, la mesure vise les produits considérés comme ayant un fort impact sur l'environnement. Le gouvernement prévoit également de collecter davantage d'impôts en prolongeant de 6 mois la période d'amnistie fiscale afin de permettre à un plus grand nombre de Kenyans de remplir leurs déclarations. Le ministère des Finances s'est engagé dans une course contre la montre pour mettre en place ces mesures fiscales d'ici le 30 septembre prochain. Bamako, la capitale du Mali, est confrontée à une gestion des déchets de plus en plus complexe avec plus de 5 millions d'habitants. Une solution locale originale est mise en place. L'utilisation des ânes pour la collecte des ordures jouant un rôle essentiel dans le maintien de la propriété urbaine. Bamako, capitale du Mali, est peuplée de plus de 5 millions d'habitants. La gestion des déchets devient un défi croissant dans cette agglomération. Face à l'urgence de la situation, une solution atypique et locale a été adoptée, l'utilisation des ânes pour contribuer à la collecte des ordures. Ces animaux, ancrés dans la culture malienne, jouent ainsi un rôle essentiel dans le maintien de la propreté urbaine. Il faudrait que je fasse ce travail avec un camion. Mais je n'ai pas les moyens d'en acheter un, alors j'utilise les ânes et la charrette. Je demande aux responsables des déchets de faire enlever les ordures de la décharge publique pour que je puisse faire mon travail correctement. La décharge est devenue une montagne d'ordures. Mamadou Sidibé occupe une position clé en tant que responsable de la décharge de Badala Bougou. Avec minutie, il consigne dans un carnet les passages des différents collecteurs qui viennent déposer leur chargement sur le site. Nous sommes les gestionnaires de cette décharge. Nous gérons la comptabilité à la fin de chaque mois, c'est notre travail. Comme vous le voyez, les charrettes d'ânes viennent ici et nous notons leur nom. Les ânes représentent un avantage considérable dans ce domaine. Les charrettes d'ânes nous permettent de travailler. Une voiture ne peut même pas accéder à cet endroit. Comme de nombreuses capitales africaines, Bamako a connu une croissance si rapide que les infrastructures n'ont pas pu suivre le rythme de l'exode rural. Les services publics de gestion des déchets sont inexistants. D'après l'expert Mamadou Sidibé, les autorités maliennes doivent agir au plus vite. L'ensemble des institutions qui doivent intervenir et qui doivent traiter les questions de gestion des déchets ne jouent pas pleinement leur rôle. Je prends au niveau de l'État. L'État doit réaliser des infrastructures. Parmi ces infrastructures, il y a la construction des décharges qui doivent recevoir l'ensemble des déchets de la ville de Bamako. Bon, depuis l'indépendance à la date d'aujourd'hui, Bamako ne dispose pas de décharges opérationnelles qui répondent techniquement aux normes. Même si les ânes sont d'une grande utilité pour collecter les déchets, ces derniers s'amoncellent sans être retirés. Bamako est jonché de décharges sauvages. Au niveau des mairies d'arrondissement, il n'existe ni benne ni entreprise mandatée pour la gestion des déchets. Au Congo-Brazzaville, l'association sportive Likalu a donné le coup d'envoi de la première édition de la boucle de Luango, une course de VTT tenue à Luango dans le département du Kwilu. Les détails avec notre correspondant sur place à Pointe-Noire, Am César Sewosolo. La préfecture de Luango a servi de point de départ à la première édition de la course de VTT intitulée La Boucle de Luango. Organisée par l'association sportive Likalu, cette compétition a rassemblé une trentaine de cyclistes passionnés. Les participants se sont élancés sur un circuit de 7 km, un parcours exigeant à travers des descentes abruptes, des bandes de sable difficiles à traverser et une petite forêt dense. Pendant 7 tours, les cyclistes ont dû puiser dans leurs réserves pour relever ce défi, faisant preuve de force, de technique et d'endurance. C'est bien, continuez comme ça, c'est bien les gars, c'est bien. Attends, c'est bon, non?
À l'arrivée, c'est le numéro 7, Siméon, qui a franchi la ligne en premier, suivi de près par Anthony, portant le numéro 11. David Mombo a terminé en 3e position et Makola Antoine a complété le podium en prenant la 4e place. Les secrets, c'était un peu difficile. Aujourd'hui, c'est vraiment plus grave par rapport quand on compétit. Les organisateurs se sont dit satisfaits, comme le témoigne Francis Moret, alias Vieux Bal. Je fais du VTT avec une petite équipe de copains depuis un certain temps, ça fait plus de 10 ans. Et il n'y a jamais eu de compétition de VTT. Et puis on s'est dit, vu que l'association de cyclisme ici sur route, pareil, ne font pas beaucoup de courses, on s'est dit pourquoi pas créer une petite course de VTT entre copains quoi. Et on a créé donc cette boucle de Luango, la première édition. On a invité quand même tous les cyclistes qui savaient pédaler un VTT parce que nous on court en VTT. Et beaucoup sont venus, je suis très content, il y a eu du monde, on a eu 30 concurrents. La 2e édition va arriver aussi, d'ici peu, je ne dirai pas la date, les gens ont apprécié, ça s'est bien passé, on n'a pas eu d'accident, on n'a pas eu d'incident et tout s'est bien déroulé. À l'origine, le FC Likalou, F et C, c'était formation cycliste. On formait les petits jeunes qui arrivaient pour pédaler avec nous et on a appelé ça formation cycliste. Et Likalou, c'est le vélo dans le patois d'ici du Kouilou. Likalou, ça veut dire le vélo, quoi. Cette première édition de la boucle de Luango a été un véritable succès, non seulement pour les gagnants, mais aussi pour tous les participants et les spectateurs. L'association Likalou a réussi à créer un événement qui marquera les esprits et met Luango sur la carte des compétitions de VTT en République du Congo. Ceci donc marque la fin de ce 1945, l'info africaine sur C-Direct. Je vous souhaite une belle semaine en compagnie de nos programmes. Bonsoir.